Tintin est une œuvre qui a traversé les générations en conservant intact son potentiel d'inspiration. Quand on lit « On a marché sur la Lune » 70 ans plus tard, certaines choses peuvent nous paraître désuètes, d'autres au contraire très familières. On aurait presque du mal à considérer ça comme de la science-fiction. Pourtant, en 1950, nous sommes 19 ans avant les premiers pas de l'homme sur la Lune, et tout reste à faire dans l'astronautique. Cette aventure, ainsi que la fameuse fusée à damier rouge et blanc, sont le fruit d'un travail de documentation assez exceptionnel, qui fait se demander à quel point la fusée lunaire était-elle plausible. Je dois vous prévenir, j'ai voulu accompagner cet épisode par un personnage qui a vécu l'aventure personnellement, le capitaine Haddock, doublé par Christian Pélissier. Mais les ayants droit de Moulinsart SA ont refusé la représentation et l'adaptation de l'œuvre. Alors je me débrouillerai pour faire sans. Iconoclaste, sous-marin à voile, astronaute dans géostationnaire. Dans l'ombre de Tintin se trouvait un homme discret et perfectionniste. Hergé est le pseudonyme de Georges Remy, un auteur de bande dessinée belge qui a consacré pratiquement toute sa vie aux aventures du jeune reporter. Il commence les aventures de Tintin en 1929. Seulement voilà. Après l'avoir fait sillonner le globe pendant près de 20 ans, Hergé pense à se renouveler. Il lui faut une nouvelle destination vraiment originale et il commence à chercher de nouvelles idées. Alors qu'il est de passage à Paris et qu'il mange à un restaurant, il entend à la table d'à côté un père dire à son fils qu'un jour, on ira marcher sur la Lune et qu'on y trouvera des monstres préhistoriques, des dinosaures. L'enfant de 12-13 ans lui explique que c'est impossible, on n'y trouvera rien parce que la Lune est un désert dépourvu d'oxygène. Hergé s'amuse du fait que le fils soit plus renseigné que son père et il tient l'idée de sa prochaine aventure. Non seulement il emmènera ses jeunes lecteurs sur la Lune, mais il fera en sorte que le voyage soit réaliste au niveau scientifique. Hergé n'a aucune formation en la matière, mais qu'à cela ne tienne. Ce n'est pas différent des autres albums, il suffit de bien se documenter et de s'entourer de gens compétents. Fin 1947, il demande un premier scénario à son ami Jacques van Melkebeek, et surtout à Bernard Heuvelmans, avec qui il a déjà eu l'occasion de travailler sur l'Étoile mystérieuse et le Temple du Soleil. Heuvelmans est un zoologue passionné d'astronomie et un connaisseur du tout jeune programme spatial américain. Mais cette première version du script n'est pas retenue par Hergé, qui préfère une aventure plus européenne. Il décide que la fusée lunaire sera conçue en Moldavie, un pays fictif d'Europe de l'Est, qu'il a déjà introduit dans son œuvre 10 ans plus tôt. De ce premier scénario, il restera d'Heuvelmans tous les apports scientifiques, des images qui serviront d'inspiration à Hergé, et des éléments clés comme des gags pour le capitaine Haddock, son whisky en boule et sa satellisation autour d'un astéroïde. Pendant ce temps, Hergé fait aussi ses propres recherches. Il fait une visite guidée du centre de recherche atomique de Charleroi et se documente en lisant la presse de vulgarisation scientifique et des livres. Notamment Entre terre et ciel d'Auguste Piccard, qui est le physicien et explorateur des fonds marins qui a déjà servi d'inspiration à Hergé pour le professeur Trifon Tournesol. C'est à ce personnage, particulièrement dur de la feuille, de concevoir la fusée lunaire. D'ailleurs, c'est à l'occasion de cet album qu'il se met à utiliser un cornet acoustique, comme le fondateur russe de l'astronautique, Konstantin Tsiolkovsky, devenu presque entièrement sourd à l'âge de 10 ans. Lorsqu'Hergé commence sa documentation, les premières fusées n'en sont encore qu'à leur balbutiement et ne vont pas beaucoup plus loin que la frontière de l'espace. Pour dessiner la XFLR6, le lanceur d'essai qui précède la fusée lunaire habitée, Hergé s'inspire de ce qui se fait de mieux à la fin des années 40. Ce sont les V2 allemands, des missiles développés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été récupérés notamment par les États-Unis. C'est grâce à leur utilisation des V2 que l'on obtient la première photo de la Terre vue de l'espace. Vous remarquez que la fusée d'Hergé a emprunté au V2 leur quadrillage, qui n'a pas de but esthétique d'ailleurs, puisque c'était une arme de destruction. Il servait à avoir un contrôle visuel de son mouvement de roulis. Fin 1949, Hergé travaille toujours sur son histoire et y rajoute un troisième scénariste, le dessinateur Albert Weinberg. Hergé doit être certain du scénario avant d'écrire la première planche, parce qu'avant de devenir un double album, On a marché sur la Lune doit paraître en prépublication dans l'hebdomadaire Le Journal de Tintin. Les dessins se font donc à flux tendu pendant la diffusion. La première planche paraît le 30 mars 1950, mais Hergé va rapidement devoir réviser sa copie. Parce qu'au même moment sort un livre, L'Astronautique, d'Alexandre Ananoff. C'est un Français d'origine géorgienne qui, depuis des années, s'efforce de promouvoir et de vulgariser le spatial auprès des professionnels, des décideurs et du grand public. Ananoff est un autodidacte, mais il travaille depuis des années avec les plus grands experts de son temps. L'astronautique laisse encore beaucoup de gens sceptiques, et il faut réunir les théoriciens autour de cette nouvelle science pour en produire des synthèses, telles que ce livre. Voici la lettre qu'Hergé envoie à Ananoff le 18 avril, donc déjà 3 semaines après le début de la diffusion. Il lui joint un papier calque numéroté pour lui demander de légender et de donner la fonction de chaque élément du poste de pilotage. Les ordinateurs personnels n'existent pas encore, alors le papier calque, ça le fait très bien. Voici comment Hergé présente son œuvre.
Je prépare en ce moment un récit d'anticipation intitulé « On a marché sur la Lune ». Je souhaite traiter ce sujet avec le maximum de vraisemblance et j'aimerais que mes personnages, dans leur voyage à la Lune, empruntassent un astronef aussi vrai que possible. Ananoff accepte volontiers, en lui proposant même ses conseils scientifiques pour la suite. En feuilletant l'astronautique, on peut y trouver d'autres idées qu'Hergé reprend pour sa bande dessinée, comme un plan détaillé pour sa fusée, rigoureusement légendé. Vous y verrez aussi les couchettes ergonomiques qui épousent la forme du corps et servent à mieux supporter l'accélération que subissent les astronautes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les sièges à bord des capsules Soyouz sont même moulés sur le corps des astronautes pour assurer un maintien parfait lorsque l'accélération les écrase dans leur siège. Pour satisfaire son perfectionnisme, Hergé fait même réaliser un modèle réduit de la partie habitée de la fusée. Cela lui permet, avec le dessinateur Bob Demore, de pouvoir faire évoluer les personnages dans un environnement aussi réaliste et cohérent que possible. Comme autre source d'Hergé, on peut aussi citer le film Destination Moon, sorti lui aussi en 1950, quelques mois après le début de la diffusion. On y trouve aussi une fusée nucléaire qui décolle et atterrit à la verticale, avec des échelons escamotables et des bottes magnétiques pour se déplacer, malgré l'impesanteur. Entre la première planche en prépublication et la parution du deuxième album qui clôt la diffusion, ce sont pas moins de 4 ans qui ont été nécessaires pour la production. Oui, 4 ans. Car devant l'ampleur colossale de la tâche, Hergé fait une dépression dont il souffre désormais régulièrement. Il doit s'éloigner du studio pendant 1 an et demi. Il faut dire que d'autres auteurs de bande dessinée ont déjà représenté la Lune, mais Hergé est l'un des premiers, si ce n'est le premier, à vouloir en faire une œuvre de vulgarisation scientifique. Il tient à expliquer le fonctionnement de la fusée et de son moteur nucléaire, la production de plutonium, mais aussi les rayons X, les scaphandres, l'impesanteur, la gravité artificielle, l'absence de son dans le vide, la spéléologie lunaire. Le tout pour un lectorat d'enfants. En juillet 1969, lorsque la réalité d'Apollo 11 rattrape la fiction, Hergé renvoie ses héros sur la Lune pour souhaiter la bienvenue à Armstrong. Et 3 mois plus tard, avec Apollo 12, Hergé dessine 4 planches dans Paris Match pour raconter le succès de cette deuxième mission lunaire. Rétrospectivement, c'est toujours plaisant de regarder comment un auteur a imaginé le futur, voire parfois influencé son époque. Mais quand on en parlait à Hergé, voici ce qu'il répondait. Jules Verne, semble-t-il, a tout inventé ce que je n'ai pas fait. Je ne suis pas Jules Verne. Il était visionnaire un peu. Il était beaucoup plus visionnaire que je ne le suis, certainement. J'aime bien cette réponse, parce que nous l'avons vu dans l'épisode 1 sur le canon spatial, Jules Verne lui-même prétendait ne rien inventer, seulement s'inspirer de ce que faisait déjà la technologie de son époque, sans la prétention de la dépasser. Mais le genre de la hard science-fiction a ce petit quelque chose en plus, avec ses sources scientifiques et ses récits extraordinaires. Quelque chose qui pousse les lecteurs, et même les auteurs, à combiner leur imagination et leur connaissance pour aller au-delà de leurs horizons. Depuis, de très nombreux hommages ont été faits par les professionnels du spatial au sens de l'anticipation d'Hergé. Je travaille avec le CNES, l'agence spatiale française, je peux vous dire qu'on y croise la fusée lunaire au détour de certains bureaux. Décollage réussi pour RG1, la fusée imaginée par le professeur Tournesol, inspirée des plans de V1 allemands et revue par les techniciens de la base spatiale de Kourou. Cette fusée nous a créé énormément de problèmes quand il a fallu la réaliser et faire des études de stabilisation. Cette fusée ne pouvait pas voler. C'est vrai que la fusée lunaire n'était pas non plus très réaliste, car dès qu'on parle de science-fiction, il faut aussi s'attendre à ce que les choses ne se passent pas comme dans l'histoire. Pour la fusée d'Hergé, vous pouvez remarquer au moins 3 différences majeures comparées à l'évolution qu'ont eu nos lanceurs modernes. Ah oui, parce que fusée et lanceur, ce sont 2 termes équivalents, mais dans le spatial, on parle de lanceur. Pour lui faire atteindre la Lune, Hergé donne à sa fusée une propulsion principale nucléaire, bien loin de nos lanceurs actuels qui brûlent du carburant chimique. Ici, c'est la désintégration d'éléments radioactifs qui chauffent et accélèrent le gaz qui sort de la fusée. L'avantage, c'est que des grammes de carburant nucléaire fournissent autant d'énergie que plusieurs tonnes de combustible chimique. Donc, vous augmentez la densité énergétique, vous diminuez le poids de votre fusée, elle accélérera avec d'autant plus d'efficacité. C'est la même chose entre une chorale de nuque et une Castafiore. À l'époque d'Hergé, le concept de la propulsion nucléaire n'est ni original ni même récent. En fait, il y a seulement 15 ans entre la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel et l'idée de son application à la propulsion spatiale par le fondateur français de l'astronautique, Robert Hainaut-Peltry. En 1911, il publie un article proposant d'utiliser 25 kg de radium pour aller jusqu'à la Lune. Et rétrospectivement, on trouve en 1907 une mention non publiée du nucléaire dans les carnets du fondateur américain de l'astronautique, Robert Goddard. Donc on peut dire qu'il y a un siècle, les 2 idées fusée plus nucléaire étaient déjà dans l'air du temps et ont très vite été liées.
Pourtant, cette puissance, on n'est pas encore certain de pouvoir l'exploiter à l'époque. La désintégration des atomes est lente et aléatoire. Il faudrait pouvoir contrôler et provoquer cette libération d'énergie. La solution, c'est que la désintégration aléatoire d'un atome déclenche celle de 2 autres, et vous obtenez une production exponentielle d'énergie. C'est la réaction en chaîne. On commence par s'en servir pour un usage militaire dans les années 40. Et puis dans les années 50, on se dit qu'on pourrait produire de l'électricité pour le civil. Du coup, beaucoup de monde pense à appliquer le nucléaire au transport, que ce soit pour les voitures ou les avions. C'est une garantie à la fois de puissance et d'autonomie. La fusée d'Hergé s'inscrit directement dans ce contexte. Mais est-ce que le nucléaire a vraiment été envisagé pour la propulsion des fusées ? Eh bien oui, et même pour le programme Apollo. Il s'agissait du moteur Nerva qui devait équiper le dernier étage de la fusée Saturn V, l'étage qui portait l'atterrisseur lunaire. Les tests furent couronnés de succès et le premier était même en construction. Mais en 1970, il a été décidé de ne pas poursuivre le programme Apollo, au-delà d'Apollo 17, 2 ans plus tard. Un tel moteur n'avait pas son utilité en dehors d'une utilisation lunaire, et avoir 3 types de propulsion sur un même lanceur était quelque chose de risqué. Ça augmentait le risque de défaillance, surtout avec un moteur expérimental. Alors, quelle capacité le nucléaire offrait-il au moteur Nerva ? Dans le spatial, il y a une unité qui est très pratique pour calculer la puissance d'un moteur et de son carburant. C'est le temps pendant lequel 1 kg de combustible peut soulever 1 kg de ce que vous voulez. On parle d'impulsion spécifique, aussi appelée ISP. Et donc, ça se calcule en secondes. Par exemple, aujourd'hui, les moteurs Vulcain d'Ariane 5 ont une impulsion spécifique de 440 secondes. Le moteur Nerva, c'était 800 secondes. Aujourd'hui, on n'utilise pas le nucléaire pour la propulsion des lanceurs, mais pour la production d'électricité, des sondes d'exploration. C'est ce qu'on appelle des RTG. Ce sont des piles nucléaires qui contiennent des petites pastilles de matériaux radioactifs, typiquement du plutonium ou de l'américium. Ça dégage une grande quantité de chaleur et cette chaleur est convertie en électricité. Les RTG sont très utiles dès que vous voulez envoyer des sondes dans le système solaire externe. Parce qu'en vous éloignant du soleil, les panneaux solaires reçoivent de moins en moins de lumière. Logique. Pour autant, la NASA n'a pas abandonné l'idée de la propulsion nucléaire. En 2017, elle a confié le développement d'un réacteur de ce type à une entreprise privée, BWX Technologies. Et entre 2018 et 2019, elle a reçu du Congrès américain 225 millions d'euros pour développer la propulsion nucléaire. Donc, on pourrait s'attendre à des annonces surprenantes dans les prochaines années. Mais avoir de l'énergie, ce n'est pas tout. Il faut la convertir en poussée, en chauffant un liquide pour produire un gaz sous pression à très haute température. Hergé n'a pas précisé ce qu'il met dans son moteur nucléaire. Et puisqu'il a fourni les plans, on voit bien qu'il n'y a pas de place réservée pour les gros réservoirs qu'aurait dû avoir Nerva. Il y a des réservoirs pour le moteur auxiliaire, chimique, qui sert au décollage et à l'atterrissage, mais pas pour la propulsion principale nucléaire. Donc par rapport à tous les détails qu'Hergé a mis pour le reste, l'utilisation du nucléaire semble plutôt un prétexte pour montrer l'usage pacifique qui pouvait être fait de cette énergie. C'est même l'un des objectifs annoncés par le professeur Tournesol, sachant que c'est seulement 5 ans après la découverte par le grand public de la puissance destructrice du nucléaire avec les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, ce n'était pas du tout anodin. La fusée lunaire est un lanceur à un seul étage, c'est-à-dire qu'elle reste entière tout du long de son voyage, de la Terre à la Lune et de la Lune à la Terre. Mais dans la vraie vie, si vous avez eu l'occasion de regarder des lancements, vous avez pu voir qu'une fois en altitude, un lanceur se sépare toujours en plusieurs parties, en plusieurs étages, qui s'allument successivement. Un lanceur mono-étage, comme celui d'Hergé, s'appelle aussi un SSTO, pour Single Stage to Orbit. Un seul étage jusqu'à l'orbite. Pour le moment, c'est encore hors de portée. Alors pourquoi ? D'abord parce que le plus grand ennemi des fusées, c'est leur masse. Plus vous mettez de carburant, plus elle dispose d'énergie, mais elle est aussi plus lourde, et donc difficile à accélérer. C'est comme les trous et le fromage. Plus il y en a, moins il y en a. Du coup, pour limiter ce problème, dès qu'une partie des réservoirs est vide, il vaut mieux se débarrasser du poids mort. Ensuite, la puissance d'une fusée, c'est seulement sa capacité à se propulser avec du gaz sous pression. Elle doit le faire à pression atmosphérique lorsqu'elle est au sol, mais aussi dans le vide de l'espace, au fur et à mesure de son ascension. Cette baisse de pression facilite l'écoulement des gaz à la sortie de ces espèces de cloches, qu'on appelle des tuyères. Et ça fait gagner de la poussée au moteur. Donc il vaut mieux être équipé de différentes tuyères pour les différentes parties du vol. Au décollage, on utilise des tuyères courtes, mais qui perdent de performance en altitude. Et dans le vide, on utilise d'autres plus longues pour profiter de cette poussée supplémentaire, alors qu'elle serait instable à pression atmosphérique. Donc, entre poids mort et changement de tuyère, ce sont 2 bonnes raisons de changer de cheval en pleine course. Mais en soi, les SSTO ne sont pas fondamentalement impossibles. Il y en a eu sur les bureaux des ingénieurs. Ce fut même populaire dans les années 90 avec beaucoup de concepts d'avions spatiaux. Mais ils se sont rendus compte que ce n'était pas faisable en l'état actuel. Ça nécessitait de développer beaucoup de nouvelles technologies avant de pouvoir les sortir de la planche à dessin.
Mais lorsqu'Hergé a dessiné son SSTO, il ne lui a donné qu'une seule tuyère. Ce qui n'est pas cohérent, puisqu'on l'a vu, c'est la sortie de deux types de moteurs, un chimique et un nucléaire. Hergé précise même que son moteur chimique utilise un mélange d'acide azotique et d'aniline. Alors ça tombe bien, il n'a pas sorti ça du chapeau de tournesol. C'était un couple d'ergols assez classique à l'époque. Il y a le carburant et le comburant, qui sert à brûler le carburant. En plus, on connaît l'impulsion spécifique de ce mélange. On a vu que Nerva faisait 810 SP, Vulcain 440, et le moteur auxiliaire de la fusée lunaire, ça fait 250. Du coup, en reprenant les plans, on peut estimer le volume et la masse d'ergols qu'Hergé a mis dans le réservoir, et combien de temps ça aurait permis à la fusée lunaire d'accélérer. Verdict, la fusée lunaire aurait pu accélérer jusqu'à une vitesse maximale d'environ 500 mètres par seconde. Et la vitesse à atteindre pour se libérer de l'attraction terrestre, c'est 11 km par seconde, soit 20 fois plus. Donc en tant que monoétage chimique, la fusée d'Hergé aurait atteint 50 km d'altitude. C'est seulement la moitié des 100 km pour le début de ce qu'on appelle l'espace. Même les V2 faisaient mieux. La fusée aurait tout de suite dû compter sur son moteur nucléaire qui n'a pas de gaz à éjecter. Comme le disait si justement Haddock, autant jouer du cornet à piston devant la tour Eiffel en s'imaginant qu'elle va danser la samba. Mais soit, prenons notre monoétage nucléaire, mettons-lui les 810 SP du moteur Nerva et regardons ce qu'il lui faut pour atteindre la vitesse nécessaire pour aller jusqu'à la Lune et en revenir en un seul morceau. Malgré l'efficacité de cette propulsion, ce sont 97% de la masse de cette fusée qui aurait dû être dédiée à son combustible. Il ne reste que 3% pour sa structure à vide, et ça ne compte même pas l'équipage qu'on y embarque. Les calculs sont pas bons, Georges. La dernière grande particularité de la fusée d'Hergé, c'est qu'elle décolle puis atterrit à la verticale. C'est quelque chose de très difficile à faire, mais de très intéressant, parce que ça permet de récupérer la fusée et donc de la réutiliser. Si on peut éviter de faire du jetable pour quelque chose qui coûte plusieurs centaines de millions d'euros, ça vaut le coup d'essayer. Alors, l'atterrissage vertical est resté de la science-fiction jusqu'en 1993. Le Delta Clipper expérimental, ou DCX, était une petite fusée en forme de pyramide, juste un an avant que le film Stargate fasse pareil. Le DCX pouvait monter à un peu plus de 2 km d'altitude, se déplacer dans les airs, puis redescendre, se poser à la verticale. Encore plus original, en 1999 a été testé un monoétage capable d'atterrir comme un hélicoptère. C'était le Roton. L'intérêt derrière son design de ventilateur, c'est que le moteur de rentrée se trouve au-dessus du centre de gravité de l'étage, ce qui le rend beaucoup plus stable lors de la redescente. L'idée a continué de faire son chemin et en 2013, l'entreprise américaine SpaceX a repris les essais avec le lanceur expérimental Grasshopper. Le modèle a fait ses preuves en vol atmosphérique et a ouvert la voie pour un premier étage vraiment réutilisable, celui de la Falcon 9. Après de multiples tentatives et échecs, SpaceX réussit en 2016 l'exploit d'une récupération après le lancement d'un satellite. Un exploit désormais renouvelé à quasiment chaque lancement, que ce soit sur une barge en pleine mer, sur la trajectoire du lanceur, ou en s'arrêtant et en faisant demi-tour jusqu'au site de lancement. Le secret de la stabilité de la Falcon 9, ce sont les grilles déployables situées au sommet de son étage. Comme ça, ce sont les frottements de l'air pendant la descente qui le maintiennent à la verticale. Désolé pour les fans du ventilateur. Récupérer et réutiliser le premier étage du lanceur, c'est le mieux qu'on puisse faire avec les technologies actuelles. SpaceX a ensuite utilisé des bateaux munis de filets pour récupérer la coiffe qui protège les satellites. Il voulait aussi tenter de récupérer le deuxième étage, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il va encore plus vite. Plutôt que de pousser vers davantage de récupération, SpaceX a finalement décidé de dédier le budget de développement de la Falcon 9 à un nouveau lanceur. Car après sa récupération maximale, la prochaine étape logique, ce serait d'avoir un vaisseau spatial entièrement réutilisable. Mais on va y venir. Parce que le plus près dont on s'est rapproché avec la réutilisation complète, c'était avec les célèbres navettes spatiales américaines. Elles n'atterrissaient pas à la verticale, mais à l'horizontale, comme des avions. Lors de leur élaboration, dans les années 70, les navettes spatiales ont d'abord été pensées pour être entièrement réutilisables. Par exemple, les deux boosters latéraux étaient équipés de parachutes pour être récupérés en mer et réutilisés. Mais pour le gros réservoir externe Orange, la NASA a choisi d'opter pour la solution du jetable, parce que c'était à la fois plus sûr et moins cher. Des exemplaires de la navette, il y en a eu 5. Elles ont effectué 135 vols pendant 30 ans entre 1981 et 2011, avant d'être exposées dans des musées. Si la réutilisabilité est censée être l'avenir, on est en droit de se demander pourquoi. Eh bien d'abord parce qu'elles étaient peu fiables, comme en témoignent les accidents dramatiques de la navette Challenger en 1986, lors de son décollage, et de Columbia en 2003, lors de sa rentrée atmosphérique. Leur destruction causa la mort de tout leur équipage, ce qui accéléra la décision d'arrêter le projet. Parce que ça n'a pas été la seule raison. En effet, contrairement à leur premier objectif, les navettes se sont avérées extrêmement chères à entretenir. Après chaque vol, il fallait beaucoup d'ingénieurs très qualifiés pour la vérifier intégralement,
changer les pièces et même changer les tuiles de son bouclier thermique à la main. Et oui, le but de la réutilisabilité, c'est avant tout de baisser les coûts de lancement, pas de les augmenter. Résultat, dès sa création, la navette américaine battait de l'aile. Pareil pour Buran, sa rivale soviétique. Durant sa courte carrière, Buran n'a fait qu'un seul vol spatial non habité en pilote automatique. Ce qui est d'ailleurs une sacrée prouesse quand on considère la difficulté que les Américains avaient pour piloter la leur. Mais Buran a été annulé en 1993 suite à la chute de l'Union soviétique. Actuellement, le seul acteur du spatial à faire usage de la réutilisabilité, c'est donc SpaceX. Le succès de sa Falcon 9 a permis à l'entreprise de réaliser en 2018 le premier vol d'un deuxième lanceur réutilisable, la Falcon Heavy. Il s'agit en fait de 3 Falcon 9 liés ensemble, côte à côte, pour augmenter la puissance. Non mais regardez-moi ce double atterrissage vertical! Il y a quand même un inconvénient avec la solution de SpaceX. Parce que comme je vous disais, le plus grand ennemi des fusées, c'est leur masse de carburant, tant qu'il n'est pas consommé. Et avec la réutilisabilité, vous doublez ce problème. Parce que vous devez consacrer du carburant supplémentaire pour freiner les tâches du lanceur dans son élan vers l'espace et ensuite effectuer un atterrissage contrôlé. C'est l'énergie qui n'est pas consacrée au lancement et ça se traduit par une perte de performance. Il faut le compenser sur le nombre de lancements. De ce côté-là, SpaceX a réussi à démontrer la rentabilité et donc la viabilité de son lanceur, ce qui donne confiance aux autres acteurs du spatial. Son concurrent américain Blue Origin développe un lanceur plus lourd, la New Glenn, avec aussi la récupération du premier étage. Il possède déjà un lanceur réutilisable très léger, la New Shepard, pour des vols touristiques suborbitaux. Ils ne vont pas jusqu'en orbite. De même, la Chine et l'Europe commencent à développer leur propre technologie de récupération. Mais SpaceX a déjà une solide avance et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En 2016, l'entreprise a annoncé développer un lanceur qui pour la première fois serait entièrement réutilisable. Un monstre de 118 mètres de haut, nommé Starship, qui a l'ambition d'embarquer jusqu'à une centaine de personnes. Et pour y arriver, toujours pas de mono-étage. SpaceX compte en utiliser 2. Le premier fera le début du trajet dans l'atmosphère pour atterrir, comme d'habitude à la verticale. C'est le deuxième étage qui fera le vol spatial, et probablement après un ravitaillement en orbite. Le premier démonstrateur de Starship se nomme Starhopper, qui avec son air de cocotte minute, a réussi son vol d'essai vertical à 200 mètres de haut. Et le premier prototype, Mk1, a réussi son test de pressurisation, selon les critères de SpaceX. Puisque c'est un vaisseau spatial réutilisable, Starship est aussi envisagé pour les vols terrestres intercontinentaux. De quoi vous emmener faire un tour du monde en moins d'heures que ma main ne compte de doigts. Mais Jules Verne doit faire des loopings dans sa tombe. Et pour le premier vol habité, prévu en 2023, Elon Musk a annoncé que Starship embarquera des touristes autour de la Lune. Bon sang, depuis tout à l'heure, Starship me rappelle quelque chose. Ça fait très tantinesque. Intentionnellement. I love the Tintin rocket design. So I kind of wanted to bias it towards that. La boucle est bouclée. Inspirée par les V2 et l'astronautique de son époque, la fusée lunaire d'Hergé inspire à son tour le design d'un véritable lanceur. Merci Elon Musk d'avoir confirmé le but même de la série science-fiction. Parce que dans le prochain épisode, nous vous parlerons d'un autre moyen que la science-fiction a trouvé pour diminuer le coût de l'accès à l'espace. Je vous parlerai de l'ascenseur spatial et d'Arthur Charles Clarke. Tonnerre de Brest, 1000 milliards de mille sabords. Faites donner le jazz qu'on lâche les chiens à bord. On va faire un raout, aussi sûr que c'est sûr. Tout le monde sur le pont, donner toute la voilure. Dorifort à roulette, Ostrogo triple buse. Anthropopithèque à la graisse de cornemuse. Bougre le cornichon.